Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous préférer sur Espace TV dans cette émission Les Informés qui vous parviennent du lundi au jeudi de 15h à 17h. Merci de nous suivre si vous êtes à Bouroual-Tapé, si vous êtes à Nongoa dans Guékédou, si vous êtes à Beila, en région forestière, vous êtes sur Espace TV. L'info telle quelle avec Les Informés ce soir. Théophile Fassamano, bonsoir et bonne arrivée sur Espace. Bonsoir Majou et bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous qui partez dans des endroits sans nous dire où vous partez. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous étiez où? À l'intérieur du pays. À l'intérieur. Ce n'est pas précis. C'est pas précis. Ce n'est pas le nom d'une ville. C'est pas trop important. C'était où? À la baie? C'était au Fouta. Voilà, c'est tout. Au Fouta. Il n'a pas encore précisé parce que Fouta ne se résume pas sur Mapita. Ça peut être à Dalaba, à Mamou. Mamou, Dalaba. Voilà. Il y a l'Harmattan déjà là-bas? Il fait quand même. Bon, on respire mieux. Bien, on respire mieux. Loin de tous les bruits de Conakry. Il fallait rester. L'air est frais. Amadou, pas pollué. Bonne arrivée, Amadou. Merci Thierno, bonsoir à tous. Vous avez fait une grande annonce. Vous êtes en avance. Je vous vois bientôt marié. Ouais, c'est le cours de la vie. Un temps célibataire et puis un temps pour se marier. Et comme on l'a dit, je commence à perdre beaucoup de liberté. Parce que quand tu respectes accès, il y a un proverbe qui dit il commence à devenir sage. Même le mariage est étonné. Mais pourquoi vous n'avez pas identifié la personne sur Facebook? Parce que Alphonse me demandait. Parce que c'est un processus pour moi. Au moment opportun, je le ferai. Parce qu'il y a des sorciers comme Alphonse qui sont capables de tout. C'est vrai qu'on n'a pas perdu parce qu'il y a Dieu qui est au-dessus. Mais bon, ce qui est sûr, on sait, mais c'est ça qui est l'essentiel. Bien. Chiplo, bonne arrivée, bonsoir sur Espace, Les Informés. Merci et bonsoir à tous. À moi de moi, on a un lien parce que le nom qu'il a affiché, c'est Fatoumata Binta, si j'ai bien vu. C'est ça. Ma femme s'appelle Fatoumata Binta aussi. C'est une question de chimère. Alphonse Marin, déjà, c'est une Konaté Moussou. Bonne arrivée, Alphonse. J'espère seulement que tu vas pas me créer des problèmes comme Doumbia. Doumbia femme précise. Doumbia femme précise. C'est une Konaté, voilà, c'est ce qui est important. Dans la famille de l'ancien président Konaté, on sait jamais, il faut être les gendres des présidents. Vive les Konaté. Vive les Konaté. Et les Doumbia. Bon, les Doumbia sont au pouvoir. Quand on va bloquer ton passeport, tu vas comprendre. C'est là où on va comprendre. Félix Milimono, bonne arrivée. Bonsoir à tous. C'est un plaisir. Vous étiez à l'église hier? Ouais. Bien, c'est notre pasteur ici. Alléluia. Bienvenue de cette émission de ce soir. Les Informés sur Espace à la régie. D'ailleurs, il faut les présenter. Alassane Bari, Kayadou Touré, Kadi Fofana, alias Soka Kamara. Ici à la radio, Saloum Kamara. Une mission de la Cour pénale internationale CPI a séjourné en Guinée la semaine dernière. Objectif, réactualiser le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Comment cette mission est perçue par la coalition guinéenne pour la CPI? Nous poserons la question à son président, Maître Amidou Bari, l'un des avocats des victimes du massacre du 28 septembre, qui sera avec nous d'un moment à l'autre dans cette émission, Les Informés sur Espace TV. L'autre actualité, viol d'une jeune fille de 3 ans à l'Abbé, suivi d'un meurtre. Le viol prend des proportions inquiétantes en Guinée. Nous irons à l'Abbé retrouver le directeur régional d'Espace Fouta, Alaï Disso, pour nous informer de ce crime odieux en direct de la ville Karamoko Alpha de l'Abbé. Mais pour commencer cette émission, on va parler de sport. Football ce soir. La FIFA décide de la mise en place du comité de normalisation pour la gestion du football guinéen jusqu'en 2022, en attendant l'élection de nouveaux bureaux exécutifs. Comment cette décision est apprécié par les acteurs du football guinéen? Nous allons poser la question à notre spécialiste des questions sportives de la maison, Paul Fatia Tunkara. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Thierno Madjou, bonsoir à toute la team. Bien, bonne arrivée. Merci. Alors c'est une question, c'est une info de dernière minute. Nous avons appris la mise en place, la FIFA qui décide de la mise en place du CONOR, le comité de normalisation pour la gestion du football guinéen jusqu'en 2022, en attendant l'élection des nouveaux bureaux exécutifs. Comment cette décision est accueillie aujourd'hui?
Disons, c'est une douche froide sur le football guinéen, même si cette décision était pressentie pour bien d'observateurs, puisqu'il y avait tous les signaux avant-coureurs qui étaient là, les voyants étaient rouges dans le fonctionnement de la Fédération guinéenne de football, surtout avec les institutions, les commissions qui la composaient, notamment la commission électorale et la commission électorale de recours qui devait organiser le processus électoral. Alors l'information a été révélée il y a pratiquement 2 semaines par un satirique quotidien électronique qui traite de toutes les informations sportives, mais après on a vu toute la troupe, toute la bamboula qui s'est créée autour, les communicants, les pourfendeurs même de la Feguifoot, tout ceci qui se sont mis sur la défensive pour tenter selon eux de démonter ce qu'ils appelaient spéculation, ce qu'ils appelaient rumeur. Mais ce lundi, la FIFA a donc décidé d'instaurer un comité de normalisation et en Guinée et au Tchad. Donc c'est un véritable coup de balai que la FIFA donc a utilisé pour non seulement réagir de façon la plus objective aux manquements, aux irrégularités qui ont éclaboussé le récent processus électoral qui a été suspendu par l'instance, et c'est une situation qui a donc attiré l'attention du bureau de conseil de la FIFA depuis que le processus a été lancé, et au regard de toutes ces interprétations assez subjectives qui ont ponctué les différents courriers que la FIFA a adressés à la Fédération guinéenne de football par le truchement de son secrétariat général, les conflits d'intérêts, les irrégularités, les incongruités qui ont éclaboussé ce processus électoral qui était nettement en souffrance. La FIFA a dit de le mettre en berne, le temps pour elle de dépêcher une mission conjointe, une mission d'inspection, notamment CAF-FIFA, qui est venue écouter tous les acteurs, toutes les parties prenantes, et la FIFA, après donc délibération, a décidé de mettre en place un comité de normalisation qui va gérer les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football, qui va également évaluer la nécessité ou pas de mettre à plat toutes les commissions qui composaient le processus électoral, évaluer également la nécessité de réviser les statuts pour pouvoir baliser le chemin pour un processus électoral qui devra déboucher vraisemblablement à la mise en place d'un prochain comité de normalisation. Bureau exécutif. Oui, Théophile. Il y a quelques mois, on assistait à ce film au sein de la Feguifoot, une guerre de succession et tout ça. Est-ce que le comité de normalisation a carrément dissous cette Feguifoot qui n'existe plus ou qui ne va plus exister? Et l'autre chose, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Parce qu'on entendait dans les articles que nous disions qu'il y a un problème au sein même de la Feguifoot, mais aussi qui impactait sur la qualité du football guinéen. Est-ce que cette commission de normalisation pourra résoudre ce problème? Alors, il faut préciser que ce n'est pas le comité de normalisation qui a dissous l'actuel bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. C'est bien le bureau, c'est la FIFA qui a donc décidé, au regard, comme je le disais tantôt, de toutes les incongruités qui ont caractérisé le processus-là, qui a décidé, parce que les acteurs à l'interne n'arrivaient pas à s'entendre, la FIFA a décidé alors de prendre les commandes et de mettre un comité de normalisation en place. Alors le CONOR, qui a un mandat qui court jusqu'au 30 juin 2022, pour être beaucoup plus précis dans les détails, 6 mois, il aura essentiellement 3 missions. La première mission, c'est de gérer les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football. La deuxième mission, c'est d'évaluer encore une fois la nécessité de mettre à plat toutes les commissions, notamment la commission électorale et la commission électorale recours. Et enfin, la troisième mission, d'évaluer la nécessité de réviser les textes pour pouvoir organiser un processus électoral au prorata, bien sûr, des exigences de la FIFA qui s'imposent à toutes les associations membres. Au niveau du ministère des Sports, nous avons un nouveau ministre et nous perdons carrément notre Fédération guinéenne de football à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est un bon signe pour le foot guinéen?
Pas forcément un bon signe, parce que ça fait pas honneur au football guinéen d'avoir un comité de normalisation, 2 comités de normalisation à l'espace de 5 ans. Il vous souviendra qu'en 2016, tout ça, il y a un comité de normalisation qui a été mis en place, le schéma a été balisé et qui a débouché sur l'élection du président Antonio Soare. Ça n'honore pas le football guinéen. Mais ce qui est évident, c'est que depuis le 2019, après la débâcle de la Coupe d'Afrique des Nations du côté d'Égypte, où l'équipe a touché carrément le fond, on a parlé de tout, sauf de l'essentiel en Guinée. On nous a détourné de l'essentiel. On n'a pas parlé de football, on n'a pas parlé de technique, on n'a pas posé le véritable diagnostic pour évaluer avec exactitude ce qui n'a pas marché pour pouvoir se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus d'efficacité et de responsabilité. On a tout parlé sauf l'essentiel. Exactement, sauf de l'essentiel. Et voilà que le comité de normalisation est en place à pratiquement 40 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas qui va conduire le Chili à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas présentement où le Chili va se préparer alors que toutes les autres équipes sont en train de peaufiner leur dernier réglage. Voilà autant de questions essentielles dont on est détourné. Maintenant, le comité de normalisation est mis en place. Il faut se ranger, il faut se plier derrière la décision de la FIFA. Alphonse. Oui, la question que moi je m'avais posée, de qui viendra ou qui aura la responsabilité de mettre en place l'exécutif du CONOR? Est-ce la FIFA ou le ministère des Sports? D'abord, c'est la FIFA qui va, dans les prochains jours, désigner les personnes qui vont composer le comité de normalisation. Ces personnes qui vont postuler, il faut préciser qu'ils vont postuler sur la base des CV qu'ils vont déposer. Tous les membres du comité feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité qui sera mené par la commission de contrôle de la FIFA, et la confirmation à leur poste sera soumise au résultat du dit contrôle d'éligibilité. Donc, au regard des CV qui vont déposer, la FIFA va évaluer, et après décantation, la FIFA va nommer les personnes qui vont composer le prochain comité de normalisation. Maintenant, c'est ce prochain comité de normalisation, pour répondre vite fait à la question d'Alphonse, qui va organiser, reprendre le processus électoral, redistribuer les cartes, et c'est ce processus électoral qui devra déboucher à la mise en place du prochain bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. C'est vrai que vous parlez de ces critères, il y aura une commission qui sera là pour examiner tous ces dossiers, mais est-ce que ce sont des sportifs uniquement qui vont postuler, ou bien un militaire simple surtout un peu postuler pour être membre du CONOR? Alors, disons dans bien des cas, ce sont les associations affinitaires au sport. Il peut avoir les membres du comité national olympique, les membres de la Fédération guinéenne de football peuvent postuler. Maintenant, sauf que ceux qui, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est une femme, c'est une activiste des droits humains qui est présidente du CONOR. C'est cette femme qui a réussi à redresser quand même l'une des banques les plus prolifiques du côté donc de la Côte d'Ivoire, qui est présidente du comité de normalisation. C'est-à-dire qu'elle est néophyte du football. Pour elle, c'est tout bénef parce que ça lui permet de prendre, justement, pour elle, ça lui permet de prendre du recul et d'être objective également dans ses prises de décision. Maintenant, la FIFA, sur la base des dossiers et des CV qu'elle va avoir, elle va décanter et elle va délibérer. Bien, oui, Théophile. Félix, pour une dernière question avant de repartir. Puisque le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football ne sera plus en place, quel est le comité qui va conduire donc, le Chili à la Coupe d'Afrique? C'est le comité de normalisation qui va gérer les affaires courantes. En Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas de fédération, il y a un comité de normalisation, mais la Côte d'Ivoire a disputé la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce CONOR-là qui va gérer les affaires courantes jusqu'à la mise en place du prochain bureau exécutif. Un CONOR dont le mandat, j'y arrive, est renouvelable. Bien sûr, il faut le préciser. Voilà, là, je veux juste parler par rapport à la composition même du CONOR là. Est-ce que ce sont des étrangers ou bien ce sont des Guinéens? Non, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens, pas d'étrangers. Ce sont des Guinéens. Lors des dernières élections qui ont été suspendues, on a vu certaines personnes qui ont été éliminées ou qui n'étaient pas éligibles. Est-ce que si on relance les débats, ces personnes-là peuvent postuler de nouveau? Alors, en faisant allusion à M. Antonio Soare, qui avait été épinglé par l'article ravageur, l'article 33 alinéa 4. Pourquoi vous parlez de l'article ravageur? Oui, c'est l'article ravageur parce que... Vous êtes trop méchant. L'article 33 alinéa 4 qui stipulait que toute personne qui se rendait coupable de violation du code d'éthique de la Fédération guinéenne de football ne devait pas se présenter au prochain congrès de la Fédération guinéenne de football. Maintenant, c'est au nouveau
nouveau au comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football de revoir la nécessité de réviser les textes. Si le CONOR estime que c'est nécessaire de reconduire le même article pour pour l'organisation du prochain congrès électif, il le fera. Mais s'il estime qu'il faut l'éliminer ou introduire de nouvelles dispositions, eh bien, il reviendra au comité de normalisation de prendre de telles décisions. Oui. En français facile, on peut dire qu'on est dans une transition. Une transition dans une transition. Le pays vit une transition et le football vit une nouvelle transition. Une question, une réponse en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter les erreurs du passé? Alors, ce qu'il faut pour éviter des erreurs du passé, c'est éviter les conflits d'intérêts, c'est éviter de se rendre coupable de telles irrégularités qui nous plombent dans les méandres encore de ce football. Parce que quand on s'est rendu coupable quand ces incongruités ont émaillé le processus électoral, la FIFA nous a fait, nous a mis sur le banc en nous rappelant point par point les manquements dont la Guinée s'est rendue coupable. Et on s'est rendu compte qu'on a péché dans l'interprétation, mais la plus subjective des courriers que la FIFA adressait à la Fédération guinéenne de football relativement à l'organisation du processus électoral. Maintenant, c'est de respecter les exigences de la FIFA parce que toutes les associations membres de ce grand ensemble FIFA sont assujetties aux mêmes exigences statutaires. Ce n'est pas la Guinée qui va être en marche. Paul Fatia Tunkara, merci d'être intervenu ce soir. Merci pour cette expertise. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Vous avez dû comprendre avec lui, la Fédération guinéenne de football va être gérée maintenant par un comité de normalisation pour une gestion de football jusqu'en 2022, histoire de gérer bien ce football, d'autant plus qu'il y a des problèmes au niveau de la Fédération guinéenne de football. Oui, tout de suite, on ira du côté de la baie retrouver Alaï Dissou. Bonne arrivée si vous nous suivez du côté de Guékédou. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Autre actualité, on l'avait annoncé à l'entame de cette émission, nous allons partir du côté de la baie et retrouver Alaï Dissou. Bonsoir Alaïdi et bonne arrivée sur Espace TV Les Informés. Merci Tierno Madjou, bonsoir et merci de l'appel. Merci beaucoup Alaïdi, vous êtes en direct de la baie, vous êtes le directeur régional d'Espace Fouta. On s'intéresse à vous concernant ce viol d'une jeune fille de 3 ans à la baie suivi d'un meurtre. Alphonse Mara. La question que tout le monde est amené à se poser, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite? Était-elle seule? S'est-elle fait agresser dans la rue ou c'était à domicile? Voilà, au fait, selon les informations, c'est le vendredi 26 novembre 2021, donc c'était pas dans la rue, la fillette elle était à domicile, visiblement avec sa maman qui était occupée à autre chose. C'est un jeune du quartier aussi qui est venu la chercher. Donc il a traîné à quelques centaines de mètres de la famille. Ça s'est passé vers 14h ce même vendredi. Donc visiblement ce jeune l'a entraîné dans une maison en construction à quelques centaines de mètres, comme je l'ai dit. C'est là-bas qu'ils auraient commis ce double crime parce que la fillette a été violée avant d'être tuée. Donc, c'était pas dans la rue. Ils l'ont cherché chez elle. Parce que c'est une fillette, je rappelle bien, de 3 ans, qui est la victime de ce double crime. Oui, on parle donc d'un présumé qui aurait été arrêté, mais qu'il n'était pas seul, ils étaient plusieurs, et qu'il a indiqué quand même les domiciles des autres. Qu'en est-il de lui et ceux qui sont en cavale? Est-ce qu'ils ont déjà été retrouvés? Voilà, donc il s'agit d'un jeune nommé Mamadou Saliouba. C'est lui qui a été arrêté parce que des voisins l'avaient vu marcher avec la petite. Donc, et finalement, comme ils l'ont cherché 14h, 15h, 16h, 17h, jusqu'aux environs de 19h, ils ne la retrouvaient pas. Et ils se sont dit qu'elle traînait avec le jeune là. Donc le jeune a été interpellé. Et finalement, il a avoué passer un autre mineur, passer un jeune de 16 ans. Et donc il a avoué qu'ils ont violé la petite
ensuite qu'ils l'ont tué. Il a même indiqué là où se trouvait le corps. Ils ont trouvé le corps à ce niveau. Donc, lui, il a été interpellé et avec l'aide des services de sécurité, la population n'a pas pu, en tout cas parce que les cœurs étaient montés, les gens étaient fâchés. Et heureusement, ils ont réussi à l'extirper pour l'amener au niveau de l'escadron. Maintenant, c'est dans ça, il a dénoncé son complice parce qu'il paraît qu'il n'a qu'un seul complice, un autre jeune nommé Alpha Omar Diallo, un autre mineur, parce que lui aussi, je pense, si j'ai bonne mémoire, il a 15 ans. Donc, ce deuxième aussi a été interpellé, et ils ont été entendus, et finalement, ils ont été inculpés selon le procureur qui a animé un point de presse aujourd'hui lundi pour situer l'opinion autour de ce dossier. Alain Dissou, directeur de Radio Espace Foot. Félix Bilimono. Voilà, on a appris qu'il y avait des jeunes qui se sont irrités et qui sont allés jusqu'à la gendarmerie demander le jeune, qu'on libère le jeune à leur guise. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que le jeune se trouve toujours dans la main de la gendarmerie ou est-ce qu'on l'a livré à cette bain de foule? Non, on ne les a pas livrés. Comme je viens de le dire, les deux jeunes, Omar Saliouba et Alpha Omar Diallo, ils ont finalement été inculpés. Ils sont actuellement en détention. Donc, c'était samedi matin, les habitants du quartier Madina, parce que ça s'est passé à Gayab, un secteur de Madina, ils se sont mobilisés en grand nombre. Ils ont voulu en tout cas récupérer de force le jeune, parce que c'était un seul d'abord. Il n'avait pas dénoncé son complice. Ils ont voulu le récupérer pour le lyncher, mais la gendarmerie s'est opposée. Donc, il a fallu l'usage de gaz lacrymogène samedi matin, je parle bien sûr, pour en tout cas disperser cette foule. Mais les deux qui sont inculpés, ils sont dans les mains des services de sécurité. Quelle a été la réaction des parents de cette jeune fille? Est-ce qu'elle était unique? Est-ce qu'elle fait... Déjà, on parle de 3 ans, donc elle n'était pas encore en classe. Quelle a été la réaction de ses parents? Et ils sont choqués parce que on a échangé, c'est avec son grand-père qu'on a échangé, mais il était à bout de larmes. Ils sont vraiment choqués, ils réclament justice autour de ce dossier. Et je rappelle que dans ça aussi, les jeunes, c'est un grand quartier de la ville, et les jeunes du quartier se sont mobilisés, ils ont des associations là-bas. Et samedi, ils ont fait une patrouille dans leur quartier pour, disent-ils, se débarrasser de tout ce qui est maquis, de tout ce qui est ghetto, comme ils le disent, là où ils consomment la drogue et tout ça là. Et ils ont réussi à mettre main sur 11 personnes, des personnes qui ont parfois été arrêtées avec des chambres indiens. Donc ces personnes sont également actuellement dans les mains des services de sécurité et ils sont en train de décanter là-bas, voir qu'il faut faire passer et qu'il faut libérer. Donc ils font des patrouilles depuis ce jour dans leur quartier parce qu'ils se disent qu'il faut que ça s'arrête dans leur quartier, ils ne peuvent pas se permettre parce que apparemment les jeunes qui ont commis ce crime, ils étaient sous l'effet des stupéfiants. Donc ils disent que trop c'est trop. Et ils ne peuvent plus permettre ce genre de pratique dans leur quartier. C'est vrai que certains cas, ils prennent le chanvre indien, c'est le sang, ils voient devant eux. C'est regrettable ce viol qui prend une proportion inquiétante en Guinée, surtout du côté de l'abbé. Oui, Amadou. Vous venez de répondre déjà à l'état dans lequel Mamad Saliou s'est trouvé. Maintenant, la question est de savoir, a-t-il déjà fait la prison? Non, apparemment non. Selon en tout cas le point de presse qu'on a suivi aujourd'hui avec le procureur du tribunal de première instance de la ville. Bien. Oui, Chiplo. Parlant des cas de viol qui sont souvent signalés du côté de l'abbé, la fréquence quand même est très importante. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait vraiment cette recrudescence du côté de l'abbé, vous qui êtes un habitant de cette zone? Et c'est surtout la consommation des stupéfiants, parce que c'est ça, les jeunes en prennent trop. Et surtout aussi l'éducation, parce que il faut pas se voiler la face. Vous savez, on est au Fouta, pratiquement parler de sexe avec sa famille, c'est un tabou pratiquement dans ce genre de communauté. Mais je pense qu'il faut changer cette donne. Il faut essayer de parler aux jeunes. Il faut leur expliquer, si tu fais ça, tu vas faire les dangers, parce qu'il ne faut pas qu'ils se lancent comme ça. Parce que quand tu es ado, on nous dit souvent tu as des besoins qui se manifestent que tu ne comprends même pas.
tu ne sais pas comment il faut gérer ce qui est en face de toi. Et s'il n'y a pas une éducation dans ce sens, je pense que ça va être compliqué. Voilà pourquoi il y a une recrudescence de cas de viol. Et surtout, c'est des mineurs qui s'attaquent à des mineurs. Là, c'est compliqué. Et je pense que l'éducation fait vraiment défaut. L'éducation fait vraiment défaut. Alaï Disso, directeur régional d'Espace Foot. On parle de ce viol d'une jeune fille de 3 ans suivi d'un meurtre le week-end à l'Abbé. Théophile, Félix, pour une dernière question. Tu te trompes trop de mon nom. De toute façon, vous êtes tous de Keketou. Ça marche. Monsieur So, on sait que la victime a été violée puis assassinée. La question que j'aimerais savoir, est-ce que c'est par suite de viol qu'elle a rendu l'âme ou est-ce qu'elle a été encore agressée, quelque chose comme ça? Voilà, pour ce qui est de ça, parce que actuellement, il y a le tribunal a demandé, en tout cas à l'hôpital, d'essayer d'examiner cette piste pour voir est-ce que c'est suite au viol ou bien s'il y a eu une autre violence sur la petite. Mais jusque-là, les résultats sont attendus. Donc, je peux en prononcer sur ça. L'hôpital doit se prononcer dans les prochaines heures pour déterminer en tout cas les causes exactes du décès de la petite. Donc pour le moment, donc l'enterrement n'a pas eu lieu. En attendant l'autopsie. C'est un peu compliqué de ce côté parce qu'ils n'ont pas parlé de ça. Mais je pense certainement ils ont fait l'autopsie avant l'enterrement ou bien. En tout cas, l'enterrement n'a pas eu lieu. On n'a pas eu vent de ça d'abord. C'est vrai qu'on parle de Djaïabé. Djaïabé, le quartier Madina, c'est dans le grand Djaïabé. Ou bien Madina se trouve dans quel quartier, dans quel endroit, dans quelle partie de l'Abbé? Madina, c'est une partie du stade régional El Hadj Saïfoulaye. Madina, c'est vers l'école Wouro que vous connaissez certainement. Djaïabé est un secteur du quartier Madina, mais c'est l'un des plus grands secteurs de ce quartier Madina. Madina, c'est l'un des plus grands quartiers de la commune urbaine de l'Abbé qui se trouve à l'est du centre-ville ici. En tout cas, merci beaucoup Alaï Disso, directeur Radio Espace Fouta, d'être intervenu ce soir. Merci pour toutes ces explications en direct de la ville Karamoko Alpha de l'Abbé. À bientôt. Merci, je vous en prie. À l'instant même, vous nous suivez du côté de l'Abbé dans les quartiers Punchon, Kouroula, Tata, Daka, sans oublier également Djaïabé. Bonne arrivée sur l'Espace Civil, les informés. Alphonse Mara, nous avons écouté Alaï Disso, le directeur régional de l'Espace Fouta, nous expliquer les circonstances de ce viol de cette jeune fille de 3 ans suivie d'un meurtre. C'est regrettable, comme je le disais à l'entame de cette émission, le viol prend des proportions inquiétantes en Guinée. Véritablement inquiétante parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne peut plus l'expliquer. Il n'y a pas de moyen de justifier le viol désormais. Si c'était auparavant considéré comme un fait accidentel ou un défaut de maîtrise de l'auteur, là maintenant c'est devenu une culture. Le viol est devenu une culture chez nous. Parce que si des jeunes à cet âge-là prennent l'initiative de violer, de tuer, c'est qu'il faut s'inquiéter pour la direction qui est en train de prendre notre société. Mais elle trouve sa raison dans notre quotidien, notre consommation. En fait, aujourd'hui, c'est à ciel ouvert la consommation de stupéfiants. Il y a vous savez les raisons, c'est quoi? C'est parce que même ces jeunes-là n'ont plus peur des policiers, des gendarmes, parce que eux-mêmes, ces policiers et ces gendarmes, certains viennent fumer avec eux. C'est pourquoi il y a 2 préfets à l'intérieur du pays, je ne sais pas si c'est l'Ilouma ou Sigiri, qui ont décidé de faire un rapt sur les enfants qui traînent dans les rues, après, qui manquent les coups pour traîner, je pense. Pour traîner dans ces fumoirs-là. Donc, l'initiative doit toucher tout le pays. Et de l'autre côté, ces boissons qu'on ne finit pas de consommer dans la journée, ces boissons qu'on appelle énergétiques, c'est un autre poison. Et le plus gros poison, au fait, aujourd'hui, dans la question du viol, que beaucoup me pardonnent, mais le plus gros poison dans cette question du viol, c'est le silence de nos hommes de foi. Les imams et les hommes d'église qui ne parlent presque jamais de ça. Et que c'est par malheur qu'il fasse des serments pour ça. Il faut des serments pour ça. Nous sommes dans un pays. Ces jeunes qui prennent ces chambres indiennes ne vont pas dans les mosquées pour écouter le sermon d'un imam ou bien écouter le sermon d'un pasteur. Et là où le problème, tu sais là où se trouve le problème avec eux, c'est que quand il y a viol dans ces familles, ce sont les imams ou des hommes de foi qu'on appelle pour venir supplier
les familles ou pour régler à l'amiable. Il y a un cas à Bessia. Il y a un cas dont on m'a parlé la semaine passée à Bessia. La petite s'est fait violer à domicile. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure, si c'était dans la rue ou si c'était à la maison. Il y a une petite fille qui s'est fait violer à domicile. Et c'est les imams du quartier qui trouvent quand même assez judicieux de venir dans la famille pour dire de retirer la plainte au PM3 de Matam afin de régler ça à l'amiable. Ouais, on va où? Donc il faut que ces hommes ces hommes appelés de Dieu se mettent en avant, qu'ils contribuent à sensibiliser les gens, qu'ils parlent des méfaits que ça pourrait avoir sur la vie des enfants qu'on a quand même. Parce qu'une femme détruite, c'est une société détruite. Et le viol, la proportion qu'elle est en train de prendre, dans quelques années, vous aurez tellement de femmes libertines qui sont détruites par le fait du silence que leur famille a entretenu autour de leur viol, que notre société va courir tout droit vers la perversion. Quand même, le viol est devenu très inquiétant dans ce pays. Le viol a atteint son paroxysme, Amadou Sow. Parce que le viol est devenu un phénomène social, il faudrait qu'on étudie ce fait-là. Il faudrait que les criminologues, les sociologues en fassent des thèses. Il faudrait qu'on étudie pour savoir pourquoi. C'est l'alcool, c'est l'effet de la drogue, c'est l'effet du téléphone, ou c'est quoi. Il faudrait qu'on l'étudie, il faut qu'on comprenne vraiment c'est quoi, parce que ça devient inquiétant. Moi, je ne sais pas, mais pour un enfant de 15 ans ou pour un enfant de 16 ans, c'est gênant pour un parent pour dire comment est-ce que mon enfant est arrivé à faire cela. Je pense que ça c'est compliqué pour n'importe quel parent d'expliquer un geste tel de son enfant. Il faudrait qu'à un certain moment l'éducation revienne. L'école, nous à notre époque, moi j'ai étudié dans une ville, j'ai étudié dans une ville à Mamou, dans un établissement à Mamou, mais la drogue se vendait à 25 mètres de mon établissement. 25 mètres. Moi déjà au primaire, je voyais des amis qui consommaient de la drogue. Si jeunes, au collège de Mamou, quand vous allez arriver au niveau de Cabral, à la pause, il y avait des lieux là où des gens fumaient de la drogue. Pour nos parents, nous allons pour une instruction et pour une éducation. L'école n'éduque plus. L'école, même l'instruction, elle est bancale. Donc à un certain moment, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux qui sont l'instruction, l'éducation. Si les parents n'arrivent pas à éduquer, il faut que l'État éduque les gens. C'est vrai qu'au-delà de l'État, la justice également peut jouer son rôle facilement. Quand on arrête un violeur, s'il est poursuivi et qu'il se retrouve coupable, qu'il soit condamné vite fait. Mais souvent, la prison, notre invité nous a parlé de la prison la fois dernière. Quand les gens sortent de la prison, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça peut quand même, on peut tirer des leçons quand même. Ça peut il faut qu'on nettoie la prison. C'est quand même un pays dans lequel nous sommes où une 300aine de viols et tout ça. Tous les jours, on parle de viols. Ça, c'est au-delà de l'excision. On est en train de prendre la place dans des choses qui ne sont pas bonnes. Alors justement, moi, je m'appesantirais sur deux choses. La première, c'est justement la punition qu'il faut accorder. Il faut que la justice, quand il y a un problème, il faut agir. Il faut agir, par exemple, comme ceux-ci sont le gars de l'abbé, il est en prison. S'il s'avère que c'est lui, il faut agir, prendre des mesures. Je vais vous donner l'exemple de mon quartier Anta. Quand moi j'étais petit, le vol dans mon quartier 10 ans a cessé. Pourquoi? Parce que même si tu volais un table-banc dans la rue, il y avait une équipe de patrouille. Quand on te prend, on te fait circuler dans tout le quartier. On te mettait devant tout le monde. Il y avait un étage. Jusqu'à présent, il est là-bas. Tout le monde te voit. Quand tu tues ou tu fais autre chose, on te voit publiquement. Et je vous dis que 10 ans, il n'y avait rien. Donc c'est un truc sur lequel on doit veiller. Deuxième des choses, il faut que les parents apprennent à échanger avec les enfants et à veiller. On en parle ici. On en parle ici dans l'émission Les Informés. Pour qu'ils sachent que ça arrive, mais pour qu'ils sachent que ils ont la charge de veiller sur leurs enfants. Si on prenait soin d'elles peut-être tout le temps, on aurait pu éviter, même si on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais si aussi on éduquait mieux les enfants, ça allait aller. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que ce n'est pas que les stupéfiants qui font que les gens, bien sûr, les stupéfiants ont leur effet. Mais il y a des gens conscients, normaux comme ça, qui le font. Qui préfèrent les enfants, les mineurs, les enfants, les petites filles. Donc c'est un problème social et je suis d'accord avec Amadou. Quand il y a des choses comme ça, voici où les sociologues devaient tabler, étudier pourquoi il y a ça dans tel endroit, pourquoi, et ça fait des sujets de thèse et ça permet à faire en sorte que le peuple évolue. D'ici là, les parents devraient prendre soin de leurs enfants. C'est vrai que rarement vous entendez de dossiers à la justice concernant le viol avec des condamnations, parce que vous n'êtes pas sans savoir, au-delà de ces jeunes qui consomment du chanvre indien, il y a énormément de responsables dans ce pays qui violent également des petites filles, mais les dossiers ne vont jamais à la justice, leurs copines, leurs petites filles, c'est une évidence. Allez dans les hôtels.
Ouais, la grande responsabilité revient donc à la justice, à nos autorités vraiment, de s'engager, de mener vraiment un véritable combat. Hey, quand tu te comportes en criminel, on doit te traiter en criminel. Et c'est à la justice vraiment d'établir tout cela. Et ceux qui sont donc auteurs ou vraiment à l'issue de comment j'ai appelé ça, de jugement, des personnes qui sont donc retenues coupables par rapport à ça, que ces personnes purgent leur peine. Et après qu'on arrive à savoir, par exemple, voici tel cas qui s'est passé, tout le monde en parle et puis c'est fini. Après le jugement, on sait que la personne qui est donc coupable de cet acte-là, la personne a purgé tel droit. Voici la condamnation. C'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Et que la personne-là parte en prison. Qu'il y a après carrément un suivi. Il ne faut pas que les gens partent en prison aujourd'hui et demain, tu retrouves les mêmes personnes là dehors. Donc, c'est ce qui fait que des fois, même des gens ont tendance à se rendre justice et tout. C'est vrai qu'il faut condamner cela, mais c'est à la justice de jouer pleinement ce rôle. Sinon, chaque fois, on parlera de la même chose. Chaque fois qu'un sujet arrivera, tout le monde va essayer de s'en émouvoir et tout. Et après, ça retournera la même situation qui reviendra demain aussi. La justice doit être la boussole, comme l'a dit le colonel Mamadi Doumbia. Il faut quand même trouver ceux qui sont à l'origine et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Félix. Oui, moi je dirais d'abord que si on vérifie bien les chiffres, ça part bien au-delà de ce qu'on pense du viol en Guinée. Ça part bien au-delà des chiffres. Mais moi, je me dis que ce phénomène, je peux le situer peut-être à 3 niveaux. Quand on voit aujourd'hui l'évolution avec les réseaux sociaux, tout le monde en a accès, tout le monde en fait ce qu'il veut. Et puis, si vous imaginez, si vous remarquez bien sur les réseaux sociaux, il y a de ces heures, à partir par exemple de 21h allant jusqu'à 4h, ce sont des publications très perverses qui se font sur les réseaux sociaux. C'est comme ces enfants qui sont dans les salons, qui regardent le canal avec ces chiens. C'est comme s'ils deviennent intelligents. Le matin, ça c'est un conseil que je donne aux parents. Vous vous réveillez le matin et que vous trouvez que le volume est à 0, c'est que l'enfant est en train de regarder ces films-là. C'est un conseil que je vous donne. Vous voyez cette utilisation aujourd'hui. Il faut faire beaucoup attention. Vous voyez aujourd'hui donc avec vos enfants. Vous voyez donc l'utilisation de ces réseaux sociaux aujourd'hui qui a tendance vraiment à changer la mentalité de ces enfants. Mais également, vous avez parlé tout à l'heure de la télévision. Ça en est une autre chose. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'il faut regarder quand on est avec la famille. Il y a même des parents qui se permettent de regarder certains films avec les enfants. Les séries télévisées. Pendant que c'est interdit, on vous dit moins de 10 ans, moins de 9 ans, parfois même moins de 8 ans. Mais ils se permettent de regarder des images avec leurs enfants et ça ne leur dit rien. Surtout au niveau de ces séries qu'on appelle novellas, vous voyez des femmes et des hommes qui s'embrassent et puis parfois qui se retrouvent au lit. Ça encourage les enfants, Théophile. Je voulais juste ajouter ça. Aujourd'hui, les publicités, les agences de publicité, tout, on met en valeur des femmes nues. Tout ça, au-delà de tout ce qu'on vient de citer, pour gagner l'argent, il faut des femmes nues. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, même si l'enfant, il est à la maison, on dit que c'est une publicité, ça passe et ça s'inculque. Petit à petit, on se dit que la femme belle, la bonne chose, il faut qu'elle soit dénudée. Tout ça contribue. Pourtant, ce sont des agences de publicité, des choses qu'ils font pour avoir de l'argent. Et l'autre chose, pour embrayer toujours ce que je venais de dire derrière, on a assisté à ce viol qui a fait un tollé et la fille qui est morte, sont des gens conscients, intelligents qui l'ont fait dans les circonstances difficiles. Donc il faut punir. Il faut punir. Voilà, il faut punir. Il faut quand même que la justice soit la boussole, comme l'a dit. Pour terminer, moi je veux parler sur l'éducation, l'instruction à l'école. Avant, l'école non seulement servait d'instruction, mais d'éducation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous allez voir un enseignant qui suit même son élève. C'est monnaie courante. Allez dans les universités. Avant, par exemple, c'était des enseignants qui veillaient même à la vie sociale entre les élèves, entre les filles et les garçons. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes enseignants qui suivent des petites filles. Et comment toi, enseignant, tes propres élèves sont en train de te voir dans telle circonstance, comment pourrais-tu servir de leçon pour d'autres, pour ces élèves que tu es en train de donner cours? Donc ça devient un peu compliqué pour notre société. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui occasionnent ces viols en République de Guinée, mais je pense que la solution, il faut punir, il faut aller directement à la justice et que ces responsables soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Merci de suivre sur l'espace civique, viol suivi du meurtre de cette jeune fille, on reviendra largement, il faut évoquer ça, il faut sensibiliser les citoyens à la base, il faut sensibiliser les parents. On marque une pause, environ 30 secondes, on introduit notre invité, Maître Hamidou Bari, qui est déjà au studio dans cette émission Les Informés sur Espace TV. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimounho, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.
Passé de 42 minutes à Conakry, la même heure du côté de Sumbalako, c'est dans Mamou. Nous sommes avec notre invité, comme vous pouvez le constater à travers l'écran. Son nom, c'est Maître Hamidou Bari. Il est le président de la coalition guinéenne pour la CPI, en même temps avocat au barreau de Guinée, et puis l'un des avocats des victimes du massacre du 28 septembre. Comme vous le savez, la semaine dernière, une mission de la Cour pénale internationale a séjourné en Guinée. Objectif, réactualiser le dossier du massacre du stade du 28 septembre. Comment cette mission est perçue par cette coalition guinéenne pour la CPI? On en parle ce soir avec Maître Hamidou Bari. Bonsoir et bonne arrivée, Maître. Bonsoir, Monsieur Diallo. Monsieur Ba, plutôt. Bonsoir, Monsieur Ba. Et bonne arrivée. Merci beaucoup. Bien. Alors, la CPI était là la semaine dernière. Le bureau du procureur de la CPI était en Guinée pour une mission. Objectif, réactualiser ce dossier du massacre du 28 septembre en vue d'un procès. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons même vu le Premier ministre aller visiter le site, le tribunal, tout comme cette mission de la CPI. Vous qui êtes aujourd'hui président de la coalition guinéenne pour la CPI, en même temps l'un des avocats des victimes du massacre du 28 septembre, comment avez-vous accueilli cette visite de la CPI en Guinée? Je vous remercie. Nous, on n'a pas été surpris de cette visite parce que quand le nouveau procureur a pris fonction, on a tenu une conférence Zoom avec la Cour pénale internationale, précisément le bureau du procureur. Et ce qu'on a demandé à la Cour, que le bureau du procureur effectue une visite en Guinée. On avait demandé cela, parce que chaque fois que le bureau venait en Guinée, le dossier évoluait. Je voudrais vous rappeler que c'est la 18e mission du bureau du procureur. Vous savez, Madame la procureure Bensouda a effectué une visite personnellement en Guinée. Donc, la Cour est dans son rôle. C'est un acte que nous avons salué. Parce que les crimes commis au stade du 28 septembre, il faut le rappeler, ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a un rapport international d'enquête des Nations Unies, bien fourni, bien fouillé, qui est disponible. Il y a que, aujourd'hui, l'instruction est terminée. Le dossier est ficelé. Le site devant abriter le procès aussi, les murs sont terminés. Il ne reste qu'à ménager peut-être la sonorisation, la climatisation et penser à la logistique, au moins matériel, financier, sécuritaire de tous les acteurs. C'est-à-dire ce sont les victimes elles-mêmes d'abord, les associations de victimes, les avocats, les huissiers, les médecins, etc. Vous savez, il y a beaucoup de spécialistes, d'acteurs qui interviennent quand il s'agit des procès, comme un procès concernant le 28 septembre. Ce sont des crimes de masse. Donc on a besoin de moyens financiers, on a besoin de moyens matériels, de véhicules, etc. Il faut sécuriser aussi les magistrats qui vont gérer cette affaire. Parce que ce n'est pas une affaire simple comme certains le pensent. C'est une affaire dans laquelle vous avez des hauts gradés de l'armée, etc. Donc, quand nous voyons une mission du bureau du procureur en Guinée, nous saluons, nous apprécions. Et ce que nous voulons dire aussi, depuis l'avènement des nouvelles autorités quand même, l'espoir renaît au niveau des acteurs. L'espoir renaît au niveau même des victimes. Parce que quand on vous dit que la justice, c'est la boussole, c'est le fondement, c'est le soubassement, ça il faut l'apprécier. Et nous voyons aujourd'hui, même les magistrats, beaucoup ont changé de comportement depuis le 5 septembre. Donc il y a un grand espoir. Et notre souci, que le procès ait lieu en Guinée. Pourquoi? Premièrement, si le dossier est à la CPI, on va encore passer 10 ans, 15 ans. Parce que je rappelle, techniquement, l'affaire du 28 septembre au niveau de la Cour pénale internationale est en examen préliminaire. L'affaire n'est même pas en analyse préliminaire. Donc, vous voyez, une phase d'examen préliminaire peut prendre 5 ans, 6 ans. L'analyse préliminaire peut prendre 10 ans. Vous voyez, Laurent Gbagbo fait une décennie là-bas. Donc, 15 ans après, beaucoup de victimes seront mortes. Nous serons fatigués, serons à la retraite, etc. Donc, le souhait le plus absolu, ce que nous avons toujours réclamé,
que le procès se tienne en Guinée. Et c'est ce que veut encore la Cour. Vous savez qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut expérimenter la complémentarité. Est-ce que la Guinée peut faire la complémentarité en vertu de l'article 1er du statut de Rome, 17 juillet 1998? Je crois que la Guinée a réussi concernant l'instruction, parce qu'elle a été clôturée ici. Bien. Ce qui reste, c'est la phase du jugement public. La phase du jugement si public. on réussit cela, bien, on aura fait ce qu'on appelle Maître Hamidou Bari, président de la coalition complémentarité. Guinée pour la CPI. Théophile. On nous parlait donc, on nous disait que le retard était dû à plusieurs facteurs dont on citait local, les acteurs qui sont des hauts cadres, certains qui n'étaient pas là. On parlait de Moussa Dadis, mais ça va faire 12 ans. Et vous semblez avoir de l'espoir parce que les nouvelles autorités sont en train de mettre la main pour que ça puisse marcher. Mais il y avait eu le même espoir à l'avènement du professeur Alpha Condé. En 2018 même, il y avait une proposition de financement pour aller à ce procès. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous pensez que cette fois ce sera la bonne? Et pourquoi vous penserez cela? Non, pour le moment. Avec les nouvelles autorités, aucun accusé n'occupe de haute fonction. Je ne cite aucun nom ici, mais aujourd'hui, tous les décrets qui sont pris, nous on ne voit pas le nom d'un accusé, parce qu'il y a une dizaine d'accusés aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est important de rappeler pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui nous suivent, quels sont ceux qui sont inculpés? Non, accusés aujourd'hui. Vous savez, l'inculpé c'est au niveau du juge d'instruction, l'accusé c'est devant la juridiction du jugement. Bon, vous avez le capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez M. Aliou Keita, vous avez M. Abdraman Diaby. Ali Keita, il occupait quelle fonction à l'époque? Non, c'est un simple militaire. Bien. Oui, vous savez, il y a aussi Toumba qui est en prison. Bon, nous, on se réserve souvent de citer ces noms pour question de... Non, ce n'est même pas de sécurité parce que, connu, parce que quand vous les... Non, le secret de l'instruction. Non, on n'est plus dans le secret de l'instruction. Voilà, l'instruction est terminée. Thiegoro n'est pas dedans. Mais oui, il figure. Aujourd'hui, il occupe un poste de responsabilité énorme dans ce pays quand même. Il est le secrétaire général chargé des questions des services spéciaux. D'antidrogue, oui. Mais si vous voyez, en tout cas dans la structure gouvernementale, je n'ai pas vu ce secrétariat. Donc c'est très important. En tout cas, il n'y a que 2 secrétariats que tout le monde connaît, mais ils ne figurent pas là. Aussi. On va répondre à la question de Théophile. Pourquoi, selon vous, ça bloque jusqu'à présent? Non, mais attention, hein. Ce n'est pas facile de tenir les crimes de masse. Ouvrir un tel procès, je vous dis, comment assurer la sécurité d'abord des juges? Comment assurer la sécurité des victimes? Parce que les victimes auront en face des hauts gradés, des militaires. Comment aussi assurer la sécurité des avocats, des huissiers de justice? Sans vouloir vous couper, est-ce que vous voulez dire que depuis l'ouverture de ce procès jusqu'à maintenant, le temps c'est normal? 12 ans pour faire cela? Non, il n'y a pas une ouverture de procès. Il y a eu l'instruction. Il y a eu l'instruction. Pour vous, ça n'a pas trop duré, disons? Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Regardez les victimes des événements de janvier et février 2007. Mais personne n'a été inculpé. La du 12 mai 2012. Les tortures de Hamdallah, c'est depuis 2012 aussi, au tribunal de Dixine. Il n'y a pas eu d'enquête, rien. Les victimes du Kambouaro, de 85, qu'est-ce qui a été fait? Alors, pour quelqu'un qui analyse, on peut dire que l'affaire du 28 septembre, ça a été une avancée pour la justice guinéenne. Parce qu'il ne faut pas quand même chaque fois jeter du discrédit. Quand la justice fait son travail, il faut reconnaître cela. Vous pensez que ça a été facile d'inculper Claude Pivi? Vous pensez que c'est facile d'inculper un Thiebor, etc.? Moi, je sais, en 2012, ça n'a pas été facile avec les juges d'instruction qui craignaient pour leur sécurité. Donc, il fallait partir. Leur sécurité. On va revenir avec vous juste après nos obligations commerciales. Maître Hamidou Bari, président de la coalition guinéenne pour la CPI, l'un des avocats des victimes du massacre du stade du 28 septembre. On revient juste après nos obligations commerciales sur Espace TV. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité.
Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.